Résumé du chapitre 20 de Petit pays de Gaël Faye. Donc, on se rappelle dans le chapitre précédent que Gabi, le narrateur, il est venu avec sa sœur Anna et sa mère pour assister au mariage de son oncle Pacifique avec Jeanne, qui habite très loin dans la campagne, au Rwanda. Donc, avec tout ce qu'il a entendu la veille, Gabi se réveille et il dit que de toute la nuit, sa mère et sa tante n'ont pas dormi. Elles ont fait que parler, que chuchoter toute la nuit. Et dès qu'ils ont fini de déjeuner, ils prennent directement la route pour aller dans un petit village qui s'appelle Gitarama, où la famille de Jeanne les attend pour le mariage. Donc il y a une bonne ambiance dans la voiture, les enfants rient, ils dansent, les deux petits ils sont mis dans le coffre du break et les quatre filles elles sont toutes les quatre sur la banquette arrière, sa mère et sa tante sont à l'avant. Et il y a un chanteur à la radio que les enfants aiment bien, tout le monde danse. Et puis au bout d'un moment, l'animateur, il dit quelque chose et tout le monde se fige. Et la tante, elle éteint la radio. Et Gabi, il comprend pas bien pourquoi, parce qu'il parle pas très bien la langue des Rwandais. Et c'est son cousin qui lui traduit et qui lui dit qu'en fait, l'animateur, il a dit qu'il fallait exterminer tous les cafards. Et lui, il dit, mais pourquoi les cafards? Et en fait, il apprend que c'est toujours dans le cadre des tensions ethniques, les Hutus appellent les Tutsis des cafards. Ensuite, donc, ils poursuivent la route et puis ils sont arrêtés parce qu'il y a un barrage avec des militaires. Et les militaires, ils tournent autour de la voiture, ils sont menaçants, ils parlent mal aux femmes. À un moment, ils passent même la main dans le cou de sa mère et ils voient que sa mère, elle est complètement terrorisée et elle n'ose pas bouger. Il se moque d'eux. Donc elle a un passeport français, la mère de Gabi, et il lui dit ah bon bah t'es française, c'est bizarre, j'ai jamais vu des Françaises qui avaient un nez comme ça, parce que eux ils trouvent que les Tutsis ont un grand nez. Et donc lui, il comprend pas trop ce qui se passe, mais il dit voilà ce qui arrive quand des militaires Hutus contrôlent une famille Tutsi. Et donc les deux mères de famille, elles ne disent rien, elles se laissent insulter parce qu'elles ont très peur. Et effectivement, il y a des massacres, il y a des gens qui se font assassiner, et les militaires sont armés, ils se baladent avec leur kalachnikov. Et finalement, la, la tante Eusébie réussit à démarrer quand il leur dit vous pouvez y aller, mais elle débarre en trombe et eux ils mettent des coups de pied dans la voiture, ils cassent une vitre, il y a des morceaux de verre qui arrivent sur les deux petits garçons à l'arrière. C'est quand même très très tendu. Donc ensuite, ils arrivent chez la famille de Jeanne. Là, ils sont accueillis très chaleureusement, ils s'embrassent longtemps. Lui, il dit qu'il connaît pas trop toutes ces coutumes, il sait pas quel mot il faut dire. Et puis les gens, ils s'embrassent, ils se touchent le dos, les bras. Lui, il sait pas trop comment faire parce qu'il connaît pas cette façon de se saluer. Et en fait, tous les habits de mariage, ils étaient dans des sacs dans la voiture parce que pour pas attirer l'attention, ils s'étaient pas préparés. Donc finalement, ils vont se changer, tout le monde met ses tenues pour le mariage et ils traversent la ville. Et là, on ne comprend pas trop pourquoi, mais ils passent en pleine campagne dans des raccourcis le long des chemins, il y a des petites maisons en boue et il dit que tout le monde les regarde, certainement parce que la guerre se prépare et du coup, ça fait un peu bizarre de voir passer une famille comme ça. Il dit que Jeanne est très belle, qu'elle a un petit bouquet de fleurs dans la main et que quand Pacifique arrive, ils sont très très heureux d'être ensemble, les jeunes mariés. La cérémonie, c'est pareil, c'est un peu étrange. Il dit que le maire de la ville ou l'adjoint, celui qui célèbre le mariage, il est un peu bourré. Il répète les articles de loi, personne sourit. On voit qu'il y a beaucoup de tension, mais en tout cas, les deux jeunes mariés, eux, ils sont très heureux d'être ensemble. Et directement après le mariage, dès qu'ils rentrent à la maison, ils reprennent la route parce que il y a des risques qu'il y ait des problèmes qui arrivent et il ne faut pas perdre de temps. Donc la mère de Gabi, elle va voir Jeanne et elle lui dit donc on t'attend à Bujumbura, dès que tu peux, viens nous rejoindre. Enfin, dès que c'est prévu, parce que c'est prévu qu'elle vienne pour les vacances. On fera plus connaissance là-bas, tout le monde s'embrasse et tout le monde se dit au revoir. Et il dit que quand la voiture s'éloigne, il voit tout le monde, qui est les jeunes mariés les bras dans les bras en premier plan. Derrière, il y a le père de Jeanne et il y a toute cette famille qui les a accueillis très chaleureusement, qui s'éloigne au loin. Et au bout d'un moment, il ne les voit plus et c'est la fin du chapitre. On va résumer le chapitre 21 du livre Petit pays. Donc ça démarre à table. Gabi est en train de faire ses devoirs sur un coin de la table et Proté est en train de faire du ménage en écoutant la radio qui parle de politique. Et en fait, ils n'ont pas cours dans l'après-midi parce qu'il y a eu un assassinat en pleine rue et du coup, l'école a fermé parce que c'était justement à côté de l'école. Et du coup, Gabi, il se dit qu'il va en profiter pour essayer de retrouver son copain Gino et il va en profiter pour un petit peu
percer l'abcès, régler ce problème qu'il y a entre eux depuis qu'il a entendu que sa mère était morte et que son copain Gino l'avait très mal vécu, il l'a pas croisé depuis. Mais quand il va chez Gino, Gino n'est pas là. Donc il va chez ses autres voisins, les jumeaux, et là-bas il regarde un film de kung-fu avec son fameux copain de toujours, Armand. Donc la petite bande est presque reconstituée, il manque que Gino. Et puis au bout d'un moment, ils retournent donc dans leur combi, hein, c'est une voiture abandonnée qui leur sert lieu de repère un petit peu, c'est là où ils se retrouvent. Et quand il arrive, il trouve Francis. Et alors évidemment, il est choqué. Surtout que Francis, il est complètement affalé sur la banquette du combi, il est là comme s'il était chez lui. Il fume une cigarette par le bout incandescent. Donc on voit qu'il fait des choses plus ou moins dangereuses et qu'il est comme ça intégré à la bande et qu'il a l'air d'être tout à fait content. Et alors évidemment, Gabi, il est furieux, il claque la porte et il s'en va. Mais son copain Gino le rattrape et il lui explique en gros qu'il faut faire confiance à Francis, que c'est leur nouvel ami, que lui aussi il a perdu sa mère, comme Gino et Francis sont dans la même situation. Et du coup, il dit aussi qu'il va falloir qu'il soit avec nous pour protéger l'impasse. Alors évidemment, Gabi ne le vit pas très bien, il a peur de perdre sa place dans le cœur de son meilleur copain. Mais son copain, il se pique le doigt avec une épine, il pique le sien, il mélange leur sang et il dit « Toi et moi, on est frères de sang, il n'y a jamais personne qui prendra ta place ». Donc finalement, ils retournent dans la voiture, ils restent un petit moment comme ça à squatter tous ensemble. Et puis quand le soleil est un peu moins chaud, ils décident d'aller se baigner. Mais Francis, il dit c'est nul d'aller se baigner dans la rivière qui s'appelle la Mua, je pense. Il dit on va faire mieux que ça. Et du coup, il les emmène chercher un taxi. Et là, Francis, il sort beaucoup d'argent. Il sort un billet de 1000 francs. Et le chauffeur de taxi qui ne voulait pas prendre les enfants parce qu'il ne voulait pas mettre tout ce monde-là dans son taxi, quand il voit un billet de 1000 francs, il les emmène. Et Francis les fait conduire jusque tout en haut de la montagne qui surplombe Bujumbura. Il y a un lycée privé. Et il redonne encore un billet de 1000 francs au taxi pour qu'il les attende. Il rentre dans l'enceinte de l'école et là, il y a un orage qui éclate avec des grosses gouttes qui tombent partout et tous les élèves s'en vont. Et eux, ils continuent leur périple. Francis, il les guide jusqu'à la piscine. En fait, dans cette école, il y a une magnifique piscine avec un bassin olympique. Et là-dedans, c'est un peu l'euphorie. Les 4 copains sont super contents. Ils enlèvent tous leurs habits. Ils nagent, ils font semblant de se noyer les uns les autres en se tirant dessus, enfin en se tirant les pieds. Ils jouent, ils font des saltos, enfin bon, ils s'amusent énormément. Mais Gabi, il n'est pas encore tout à fait rassuré. Il a peur que Gino devienne plus ami avec Francis qu'avec lui. Et Francis fait très bien les saltos arrière. Alors Gino lui demande, mais est-ce que tu es capable de faire un salto en sautant du plongeoir ? Et Francis il répond, mais il n'en est pas question, le plongeoir il est presque à 10 mètres, tu veux me tuer ou quoi ? Et alors Gabi, lui, il relève le défi parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il pourra sauver son copain, enfin sauver son lien d'amitié avec son copain. Donc il monte tout en haut du plongeoir et il saute, il fait un salto de là-haut. Alors c'est très impressionnant, il a peur, il met tout un temps à sauter. Et quand il arrive en bas, il est super heureux, il est acclamé par ses copains. Ils jouent tous sous la pluie et c'est un merveilleux moment. Finalement, il y a le gardien de l'école qui les trouve dans la piscine alors qu'ils se fâchent, qui commencent à les disputer. Eux, ils s'enfuient, ils prennent leurs habits mouillés dans les mains et ils sortent en courant de l'école, ils montent dans le taxi. Le chauffeur de taxi, ça le fait bien rire de voir les enfants qui se précipitent à l'intérieur tout nus avec leurs habits mouillés dans les mains. Et ils rentrent à Bujumbura dans la bonne humeur, il fait nuit. Il y a de la musique dans la voiture, ils sont tout à fait heureux. Et d'un coup, alors qu'ils sont sur le pont, le chauffeur, il freine brusquement. Francis, il donne un grand coup dans le tableau de bord, il a même le nez qui saigne, tout le monde se casse la figure, enfin tout le monde se fait mal dans la voiture. Et le chauffeur est complètement terrorisé. Il dit « Shaitani, Shaitani », ça veut dire le diable. Et alors devant eux, dans le noir, à travers la lumière des phares, ils voient passer l'ombre d'un cheval noir. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. Est-ce que vous vous rappelez qui est le cheval? Parce que le cheval, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, c'est le cheval de la vieille dame un peu raciste qui s'appelle Madame Fonde-Contsen, qui avait perdu son cheval parce qu'il y avait eu des émeutes, enfin c'était la guerre civile, et au milieu des morts, ça avait fait peur au cheval et le cheval était parti. Et du coup, elle était venue chez le père de Francis pour dire qu'il fallait absolument utiliser, enfin le père de Gino, pardon, pour dire qu'il devait absolument utiliser ses relations pour retrouver le cheval. Donc visiblement, le cheval, il est en train de se balader autour de chez eux.
Et c'est la fin du résumé du chapitre 21. On va résumer le chapitre 22 de Petit pays de Gaël Faye. Donc ce chapitre, il se passe vraiment en pleine guerre du Rwanda. C'est plus qu'une guerre, hein, c'est un génocide, et il le dit bien dans le chapitre. En fait, les Hutus exterminent méthodiquement tous les Tutsis. Donc on est le 7 avril 1994, et quand Gabi et Anna se réveillent, encore une fois, il n'y a personne sur la parcelle. Ils entendent le téléphone qui sonne, et Gabi finit par décrocher, c'est sa mère. Et elle arrive en trombe. Elle demande où est leur père, parce que leur père n'est pas là. Donc elle s'inquiète, elle prend les enfants dans ses bras, elle fait du thé, et quand son père arrive, elle lui dit « Mais est-ce que t'es pas fou de laisser les enfants seuls toute la nuit ?» Alors lui, il lui dit « Bah alors là, t'es mal placé pour parler, puisque c'est toi qui as quitté la maison familiale. » Mais elle a l'air d'être complètement bouleversée, ils ont l'habitude de se disputer, mais là, elle ne répond pas, elle tremble, elle pleure, et elle lui dit finalement « Écoute Michel, il y a eu un double assassinat. Le président du Rwanda et du Burundi ont été abattus dans un avion pendant un vol où ils étaient ensemble. Et maintenant, la guerre démarre au Rwanda. Elle lui dit, il faut absolument que tu m'aides à faire évacuer tante Zébi, ses enfants, etc. Donc là, ils se relayent l'un et l'autre à essayer désespérément de trouver un contact, quelqu'un qui pourrait les aider. Ils appellent les Nations Unies, ils appellent l'ambassade de France, de Belgique, etc. Et chaque fois, la réponse qu'on leur donne est que les évacuations ne se font uniquement que pour les Occidentaux. Alors la mère de Gabi, elle se fâche, elle dit vous évacuez les Occidentaux, vous évacuez même leurs chiens et leurs chats, mais vous pouvez rien faire pour les autres personnes qui sont en détresse. Au bout d'un moment, ils finissent par avoir quand même Eusébie au téléphone. Donc son père, il prend l'écouteur pour écouter ce que Yvonne dit à Eusébie. Et en fait, Eusébie, elle dit que c'est absolument horrible, qu'il y a des miliciens qui rentrent dans les maisons et partout où ils trouvent des Tutsis, ils les exécutent, que leurs voisins, juste à côté de la clôture, la milice est arrivée et elle a abattu les parents, les enfants, ils ont abattu absolument tout le monde. Donc elle est couchée dans le couloir avec ses enfants, ils sont tous couchés par terre et elle pense que leur tour va venir et qu'ils vont être eux aussi assassinés. Donc Yvonne, elle essaye de lui redonner du courage, elle lui dit « Écoute, essaye d'aller dans une église, parce que dans les églises, ils s'arrêtent aux portes de l'église et ils commettent pas de massacre dans les églises. C'est comme ça qu'on a été sauvés en 1963. » Elle dit « Mais c'est pas possible, ils font des barrages sur les routes et ils tuent les gens quand ils les arrêtent. » Donc elle, son objectif, c'est de cacher les enfants dans un faux plafond et d'essayer de partir toute seule pour chercher de l'aide. Donc en fait, ce que dit tante Eusébie, c'est que finalement, elle préfère lui dire adieu parce qu'elle dit cette fois c'est la fin. Ils ont trop de haine, donc elle dit que les Hutus ont trop de haine envers les Tutsis, qu'ils vont les exécuter tous un par un, qu'il n'y a plus de pitié dans leur cœur. Elle dit que les Tutsis vont tous disparaître. Et elle dit à sa nièce, donc à Yvonne, vivez pour nous, adieu, je vous aime, j'emporte ton amour. Et donc le génocide au Rwanda dure 3 mois. Il dit qu'il n'a aucun souvenir de ces 3 mois, il sait qu'il n'allait pas à l'école, mais il ne se rappelle même pas d'avoir vu ses copains ni rien. Ils étaient en fait enfermés dans la maison, ils étaient réunis tous les 4, donc ça c'était pour lui un espoir, mais finalement c'était comme un trou noir dans lequel ils étaient engloutis, et il faisait que d'avoir peur en fait. Il dit que le Rwanda, il était devenu comme un terrain de chasse dans lequel les Tutsis auraient été du gibier. Ils écoutent la radio, alors là je comprends pas trop si c'est les grandes ondes ou si c'est des gens qui envoient des messages par radio, mais ils entendent des massacres, des gens qui hurlent, qui appellent au secours, et au milieu ils entendent aussi des résultats sportifs, le cours de la bourse, la politique internationale. Et début juin, ils ont enfin un contact de Pacifique qui appelle chez la mamie de Gabi, donc c'est la grand-mère Rosalie. Donc il dit que le FPR, on se rappelle le FPR, c'est la faction politique des jeunes Rwandais Tutsis qui ont été chassés du Rwanda pendant la guerre et qui sont retournés dans leur pays pour le libérer. D'après eux évidemment, parce que une guerre, il y a toujours 2 points de vue forcément. Enfin, moi, j'y connais absolument rien sur ce conflit, hein, je découvre juste ça dans le livre. Si vous avez plus d'infos ou si vous avez envie d'en parler, vous pouvez toujours le faire par commentaire. On va terminer le résumé de ce chapitre. Donc, quand Pacifique téléphone, il dit que le FPR est en train de gagner du terrain et qu'ils vont être à Gitarama, la ville où il y a sa fiancée Jeanne et sa famille, dans 1 semaine normalement. Alors là, je comprends pas trop parce qu'ils disent qu'il y a une opération humanitaire appelée Turquoise qui est lancée par la France pour stopper le génocide. Et sa mère, elle dit que c'est encore un coup bas de la France pour aider ses alliés Hutus.
Donc on comprend pas trop si elle veut dire que l'armée française a soutenu les Hutus pendant le génocide, ou alors si elle a un petit peu freiné le FPR quand il reprenait la main, peut-être avec la bonne intention de ne pas faire un deuxième massacre envers les Hutus. Je ne sais pas, je connais pas tout ça. En tout cas, finalement, ils arrivent à joindre quelques personnes, des parents éloignés ou des amis, et quand les gens peuvent répondre, c'est toujours des miraculés, c'est toujours des gens qui sont passés à côté de la mort et qui s'en sont sortis par miracle. Donc finalement, sa maman, sa mamie et Rosalie partent à la recherche de Pacifique, Jeanne, la famille, etc. Ils retournent au Rwanda. Et pour sa mamie, le retour au Rwanda, c'était quelque chose dont elle rêvait depuis 30 ans. Mais quand elle y retourne, ce n'est plus le Rwanda dont elle se rappelle, le Rwanda du lait et du miel, mais c'est un charnier à ciel ouvert. Un charnier, c'est un endroit où les cadavres se décomposent. Et c'est la fin du résumé du chapitre 22. On va résumer le chapitre 23 du livre Petit pays. Alors dans ce chapitre, on voit vraiment que la violence finit par toucher aussi Gaby. Donc il y a beaucoup de ses proches qui ont été au milieu du génocide du Rwanda, dont certains dont ils ont perdu la trace, ils ne savent pas encore s'ils sont encore en vie. Mais là, il parle de sa vie au quartier. Donc déjà, premier impact, les jumeaux partent parce que le père des jumeaux choisit de rentrer vivre définitivement en France. Ils sont partis avec Francis qui a choisi de louer un taxi pour leur dire au revoir à l'aéroport parce qu'ils étaient partis vraiment en trombe. Et Francis prend de plus en plus de place dans la vie de cette petite bande. On voit que ils veulent plus jouer comme demande Gaby à aller nager à la rivière ou à aller ramasser des mangues pour les manger. Ils lui disent que ça c'est des jeux d'enfants. Eux ce qu'ils veulent c'est constituer un gang. Et en fait ils veulent constituer ce gang et aller se présenter à ceux qui font des barrages pendant les journées de ville morte. Alors Armand il fait des blagues, etc. Gaby il s'oppose carrément, il dit j'ai pas envie d'aller me faire ami avec ces assassins. Ce sont juste des sales types qui tuent des pauvres boys qui rentrent chez eux après avoir travaillé. Et Gino il répond mais ça c'est des Hutus. Il dit et les Hutus nous tuent, ils ont tué nos familles au Rwanda. Donc c'est normal que nous on les tue parce qu'on est des Tutsis. Et Gaby il dit moi je suis pas d'accord, je veux pas rentrer dans cette logique, mais il sait pas comment expliquer tout ça. Parce qu'en fait Gino il dit c'est dans ces massacres-là que ma mère a été tuée. Et il dit, nous, on doit protéger nos familles et notre quartier. Et finalement, Gaby il se sent de plus en plus mal à l'aise quand il est avec ses copains de la bande et il se tourne vers quelqu'un d'autre. Cette autre personne, c'est Madame Economopoulos. Donc c'est la vieille dame grecque qui vit dans une jolie maison, qui a une belle végétation. En fait, un jour, il passe chez elle et elle lui montre ses livres. Et il se met à lire énormément. Il parle de 3 livres qu'il a lus. Il y en a 2 que j'ai identifiés, j'ai pas identifié le troisième. Le premier, c'est un livre qui raconte un vieux pêcheur et son jeune ami qui tentent de pêcher un gros poisson et qui se battent contre une bande de requins. Donc là, on reconnaît le vieil homme et la mer. Autre que je ne reconnais pas, avec des histoires de bruit de fer, des galops de chevaux et les capes de chevalier, les froufrous et des robes en dentelle de princesse. Bon, j'ai pas lu beaucoup de romans de cap et d'épée, j'ai l'impression qu'il y en a plein, donc je ne sais pas lequel c'est. Ensuite, il parle d'avoir eu le sentiment d'être avec une fille enfermée dans une pièce, dans une ville en guerre et en ruine. Alors là, on reconnaît le journal d'Anne Frank et il dit d'ailleurs que ça lui fait un peu penser à lui quand il est dans son quartier, qu'il n'y a plus d'école et que tout va mal autour de lui. Tellement il se lie d'amitié avec Economopoulos. Au début, elle lui demande, enfin, à chaque fois, elle lui demande qu'est-ce qu'il a trouvé dans le livre. Au début, il sait décrire que des actions, que des choses très courtes, des noms de personnages ou des noms de pays. Et puis petit à petit, il devient capable d'exprimer vraiment ses sentiments, son ressenti dans le livre et d'avoir vraiment des discussions complexes et des discours élaborés. Et il finit par vraiment se lier avec Madame Economopoulos. Ils se racontent tout ça en se promenant dans leur jardin, ils font des goûters où ils boivent du thé et ils mangent des petits gâteaux encore tout chauds. Et il dit, pendant que nous, on est en train de vivre tout ça, on ne se rendait pas compte que peu à peu, l'impasse se couvrait de nuit. Et ça, c'est une métaphore parce que ce n'est pas que la nuit qui est en train d'arriver, mais c'est évidemment la guerre et tous ces événements dramatiques qui vont avec. Et c'est la fin du résumé du chapitre 23. On va résumer le chapitre 24 du livre Petit pays.
C'est un chapitre qui a été très dur à lire parce qu'on est maintenant vraiment au cœur de la guerre. Donc, il commence par dire que sa mère est revenue du Rwanda après la rentrée des classes, le jour de la rentrée. C'était le lendemain d'une journée ville morte. Donc, on se rappelle ce que c'est, les journées ville mortes. C'est des journées où il y a des bandes qui errent dans les rues et qui interdisent aux gens de sortir et qui tuent toutes les personnes qui sortent de leur maison. Donc, il dit qu'il y a des morts le long de la route, des blocs de pierre, des voitures brûlées, des pneus fondus, etc. Donc lui, il arrive en classe et il y a les gendarmes de l'ambassade de France qui réunissent tous les enfants sous le préau et qui leur donnent les consignes de sécurité. Avant, il y avait des bougainvilliers, il y avait des arbres autour de l'école. Maintenant, ils les ont remplacés par des murs. Et il dit que c'est partout pareil dans tout le Rwanda. Tout est parsemé de vigiles, d'alarmes, de barrières, etc. Et il dit que finalement, la peur et la violence, elles commencent à faire partie de leur quotidien, comme d'autres éléments, comme avoir faim ou soif. Il raconte quelque chose auquel lui, il a vécu personnellement. Donc un jour, il devait aller à la poste et il espérait trouver une lettre de l'or. Son père l'attendait dans la voiture. Et il y a 3 hommes qui ont attaqué un autre homme sans aucune raison apparente, qui se sont mis à lui jeter des pierres et à le frapper. Et l'homme, il était au sol, il était en train d'essayer de se relever. Et il y a un des 3 agresseurs qui a été chercher une grosse pierre. C'est une pierre que lui, il connaissait, sur laquelle il y avait souvent des gens qui s'asseyaient pour vendre des chewing-gums devant la poste. Et il a pris cette grosse pierre et il a tapé l'homme à la tête. Donc l'homme qui a pris la pierre sur la tête, il s'est écroulé sur le sol. Il a respiré 3 fois pour essayer de trouver de l'air. Et puis, il est mort. Et il dit que ça s'est passé au milieu de la place centrale, que les gens ils se sont arrêtés comme pour avoir un spectacle gratuit. Ils ont regardé ça sans intervenir. Il y avait aussi des gendarmes qui étaient à côté qui ne sont pas intervenus. Et il raconte la vie quotidienne qui suit son cours autour de cet assassinat que lui il vient de voir. Et il y a des gens à côté de ça qui achètent des boîtes de concentré de tomates. Il y a quelqu'un qui vient de passer chez le coiffeur. Et il dit, et au milieu de tout ça, il y a des hommes qui en assassinent d'autres en toute impunité, et c'est sous le même soleil qu'autrefois. Donc maintenant, hein, on peut constater que le petit Gabriel, il est plus épargné, il est plus en dehors de la guerre, il est vraiment à l'intérieur. Et donc, il raconte qu'il est à table avec son père, et d'un coup, il y a Jacques qui arrive dans leur parcelle, et dans sa voiture, il y a sa mère. Et sa mère, elle descend de la Range Rover, mais elle est méconnaissable, il la reconnaît quasiment pas. Elle est très sale, elle a des vieux vêtements, elle a les pieds nus, tout sales, elle a les yeux fatigués, elle a la peau qui a flétri. Il voit dans sa chemise ouverte qu'elle a plein de plaques de boutons sur le corps. Et c'est Jacques qui dit qu'il a trouvé Yvonne dans Bukavu. Et il l'a croisée par hasard, donc il l'a emmenée pour la rapporter. Il ose même pas la regarder, Jacques, et il parle en buvant du whisky. Et il raconte que Bukavu, c'est absolument horrible, qu'en fait, il y a des gens qui arrivent de tout le Rwanda, qui ont fui les combats, il y a des morts plein les rues, tout est mélangé, il y a les cadavres, il y a les innocents mélangés avec des grands salauds. Il dit qu'il y a des chiens qui mangent les corps humains, il y a même des vaches qui sont estropiées, il y a la famine qui redémarre, le choléra, enfin vraiment, la ville, elle est complètement remplie, il y a des milliers de réfugiés qui arrivent dans la ville. Et pendant ce temps, sa mère, donc à Gabi, elle est en train de manger sa purée et sa viande et elle mâche tout doucement, il dit comme un petit vieillard, elle boit des petites gorgées d'eau. Il y a même un moment où elle rote, alors que d'habitude c'est une dame qui est très élégante et elle aurait jamais fait quelque chose comme ça. Tout le monde se tait, tout le monde la regarde et elle se rend même pas compte et elle continue à manger tout doucement. Il y a Anna qui à un moment lui demande: «Est-ce que tu as retrouvé tante Zébi et les cousins?» Et elle fait non de la tête et puis elle répond rien d'autre. Gabi, lui, voudrait demander des nouvelles de Pacifique, mais son père lui fait signe avec la main qu'il ne faut pas. Et puis, donc, ils sont tous à ce repas, c'est un petit peu spécial. Et puis, d'un coup, elle se met à parler et elle raconte ce qui s'est passé. Et donc, elle est arrivée à Kigali le 5 juillet. Et il y avait eu le massacre qui était déjà passé depuis quelques mois. Il y avait des morts un peu partout. Il y avait les cadavres le long de la rue. Il y avait parfois, donc le FPR a repris la ville. Le FPR, c'était le front des Rwandais qui étaient réfugiés au Burundi, hein, on se rappelle. Donc ils ont repris la ville. Les Hutus qui ont massacré les Tutsis donc n'ont plus le pouvoir. C'est le FPR qui a repris le pouvoir. Mais il y a encore des morts partout. De temps en temps, on entend tirer parce qu'ils abattent des meutes de chiens qui mangent les cadavres. Et elle raconte que quand elle est arrivée chez tante Zébi, ça sentait tellement mauvais qu'elle a failli ne pas réussir à rentrer. Et quand elle est arrivée à l'intérieur, elle a trouvé
3 corps par terre, donc on sait que c'était les 3 petites cousines, et un peu plus loin, le corps de Christian. Donc elle n'a pas trouvé sa tante Eusébie, c'est elle qui a dû enterrer ses petits-neveux dans le jardin toute seule, elle avait personne pour l'aider, elle a commencé à nettoyer la maison, et elle attendait que tante Eusébie revienne, mais au bout d'une semaine, tante Eusébie n'était toujours pas là, donc elle a décidé de partir à la recherche de Pacifique. Donc elle part à Gitarama, où la famille de Jeanne habitait, parce qu'elle sait que Pacifique, il va aller tout de suite essayer de retrouver sa jeune épouse. Et quand elle arrive là-bas, donc la mère de Gabi, elle trouve que la maison, elle a été complètement pillée, donc ça veut dire qu'on a volé ce qui était à l'intérieur. Et il y a des voisins Tutsis, donc qui sont comme eux, Tutsis, qui disent que en fait, ils ont été tués par un groupe de Hutus qui traînent encore en ville. Donc elle continue à essayer de chercher Pacifique partout, elle ne le trouve pas, mais quelqu'un finit par lui dire qu'il est en prison. Et elle y va. Pendant 3 jours, elle y va tous les jours, mais ils lui disent que c'est interdit, qu'elle ne peut pas le voir. Et le 4e jour, il y a quelqu'un qui lui dit: «Venez, je vais vous montrer quelque chose». Il l'emmène derrière la prison, dans un espèce de champ, et là, elle trouve Pacifique qui vient d'être exécuté, qui vient d'être fusillé par l'armée FPR. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a retrouvé le groupe de Hutus qui avait assassiné la famille de Jeanne. Il les a reconnus parce qu'il y en a une qui portait la robe que lui avait offert à Jeanne pour ses fiançailles, et il y en a un autre qui portait le chapeau du père de Jeanne. Et lui, comme il était furieux, il a déchargé son arme, donc ça doit sûrement être un genre de Kalachnikov pour tuer tout le monde d'un coup, et il les a abattus. Donc le FPR, qui est l'armée qui essaye de rétablir un petit peu l'ordre dans ce pays qui est en pleine guerre civile, elle exécute les gens qui ne respectent pas les règles, parce qu'on n'a pas le droit, et leur but c'est d'arrêter la spirale de violence en fait. Donc si même les gens qui sont censés délivrer le pays se mettent à abattre des gens quand ils pensent que ce sont les assassins, parce qu'il peut aussi y avoir des erreurs, on ne peut pas abattre les gens sans procès comme ça. Donc le problème c'est que eux aussi, leur justice est très exécutive. Ils ont condamné Pacifique à mort et l'ont exécuté. Donc elle dit qu'elle n'a même pas avoué à Mamie et à Rosalie que Pacifique avait été exécuté par les leurs, par des gens des FPR, parce qu'elles auraient été traumatisées d'entendre une nouvelle pareille. Et quelqu'un lui a dit: «Tiens, on a vu tante Zébi là-bas, on l'a vu là-bas», etc. Et du coup, elle fait tous les camps de réfugiés, elle erre désespérément à la recherche de tante Eusébie pendant des semaines, et même des mois, je crois que ça fait 3 mois au total, jusqu'à ce que Jacques la croise par hasard et la ramène à la maison. Donc tout le monde est très choqué par ce qui vient d'être raconté, et le seul qui arrive à parler, c'est Jacques. Il se sert encore un verre de whisky, et il dit: «Quel gâchis, l'Afrique, quel gâchis». Et Gabi, lui, il est tellement choqué qu'il court et qu'il va s'enfermer dans sa chambre. C'est un chapitre qui est très dur, hein, parce que jusque-là, c'était un récit qui nous racontait un petit peu la vie d'un enfant, et on ne se rendait pas bien compte qu'il était dans un pays en guerre, même s'il voyait des petites choses, même si ses copains lui en parlaient. Là, c'est le premier chapitre où vraiment il est confronté à la guerre, il est même touché dans sa famille, dans ses proches, parmi des gens qu'il connaît et qu'il aime. Et c'est pas forcément facile de lire des chapitres comme ça, ni de les écouter, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses dont vous voulez parler au sujet de ce livre, à l'écrire en commentaire et on peut en parler ensemble. Fin de la lecture du résumé de ce chapitre. Résumé du chapitre 25 du livre Petit pays de Gaël Faye. Donc la guerre continue, hein, ils sont toujours en pleine guerre, et il raconte une anecdote qui lui est arrivée parce qu'il a attrapé une puce chic. Donc c'est un espèce de parasite qui est rentré dans son pied parce qu'il avait l'habitude de marcher pieds nus. Et il est soigné par Proté et Donatien. Et il se rend compte qu'ils font très attention à lui, ils le soignent avec beaucoup de délicatesse, et ils sont tous les deux comme une mère pour lui. Alors qu'en fait, eux, ils vivent de leur côté des choses absolument horribles. Donc Proté, si je me rappelle bien, il est Hutu, et Donatien, il vient du Zaïre. Et en fait, il leur demande comment ça se passe à Kamenge, dans leur quartier. Et c'est Donatien qui prend la parole. Donatien, on sait que c'est celui qui lisait tout le temps la Bible et qui était très religieux. Et il lui dit en fait que c'est horrible. Ce qui vivent est totalement horrible, que lui, il a quitté le Zaïre, il était à peine un homme, et il avait l'impression à Bujumbura qu'il s'était installé dans une ville où il allait être heureux. Mais son quartier, donc Kamenge, c'est un quartier qui est horriblement touché par la guerre, il y a sans arrêt des choses horribles, il dit c'est comme s'il y avait des flammes qui montaient tellement haut qu'on ne peut même plus voir les étoiles. Et lui, il parle plutôt du côté religieux, il dit finalement, tout ce qu'on vit, c'est pour nous apprendre à pas douter de Dieu,
et de considérer que l'amour, c'est faire confiance même si on vit des choses qui sont horribles. Et qu'il faut continuer à croire encore en soi, en la bonté de l'âme, etc. Donc ils étaient en train d'écouter le sermon un petit peu de Donatien, quand d'un coup, il y a Gino qui arrive. Et il dit, viens vite, faut qu'on te montre quelque chose. Il le traîne chez lui, et quand il arrive chez lui, ils le font installer. Armand et Gabi, donc il les installe en face du congélateur, et il dit avec Francis, allez viens, on va ouvrir le congélateur pour lui montrer ce qu'on a. Et en fait, dans le congélateur, ils ont 2 grenades. Ils les ont achetées aux gens des Saints des Fêtes. Donc c'est un gang qui s'appelle les Saints des Fêtes. Et ils les ont eu à moitié prix parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient besoin pour défendre leur impasse. Et du coup, Armand et Gabi, ils sont tout à fait choqués et ils se fâchent. Ils disent qu'il ne faut pas jouer avec des armes, que c'est dangereux. Et tout de suite, il y a Francis qui commence à attraper Armand par le col de sa chemise. Et c'est Gino qui dit, bon, on va aller parler dans la voiture, là, la voiture abandonnée qui est leur QG, parce qu'il ne faut pas que mon père nous entende. Et ils partent donc dans leur combi Volkswagen, qui est une voiture abandonnée, hein, c'est là où ils ont leur quartier général. Ils se retrouvent là-bas dedans. Et, ils ont vraiment une grosse dispute. Ils cachent les grenades en dessous du siège et ils voient que ils ont volé un télescope à Madame, je ne sais plus son nom, la dame grecque là. Et donc comme ils lui ont volé le télescope, Gabi se fâche, il dit c'est notre ami. Francis y répond, toi aussi tu lui volais bien des mangues. De toute façon, on a besoin de ce télescope, c'est une commande et on va le revendre. Et quand on aura assez de sous, on va acheter une Kalachnikov. Et finalement, il y a vraiment une grosse dispute qui éclate et ils sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Gabi, il dit, moi je suis plus votre ami, je m'en vais. Gino, il dit, tu comprends pas que c'est la guerre. Regarde, tes cousins, ils ont été tués. Nous aussi, on doit se préparer pour défendre notre impasse. Et Gabi, lui, il dit, moi, je suis ni Hutu ni Tutsi. Je choisis mes amis parce que c'est les gens que j'aime et pas par rapport à leur ethnie. Et en même temps qu'ils se battent, il y a le bruit en arrière-fond des pistolets qui tirent et qui se mélangent avec le chant des oiseaux. Et il dit que finalement, il finit par s'habituer à cet univers sonore un petit peu étrange. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. On va résumer le chapitre 26 de Petit Pays. Donc, depuis que leur mère est rentrée à la maison, elle dort dans la chambre des enfants sur un matelas qui est au pied du lit de Gabi. Et en fait, elle dort tard dans la nuit, elle boit beaucoup de bière. Le matin, elle se lève tard, elle passe des heures dans la salle de bain à faire couler l'eau. Et puis, quand elle sort de la salle de bain, elle s'assoit sur la terrasse et elle bouge pas. Elle mange pas avec les enfants, c'est Anna qui lui prépare des assiettes de nourriture dans lesquelles elle picore un tout petit peu. Et elle reste le regard dans le vide. Quand quelqu'un lui parle, elle ne regarde pas la personne qui lui parle. Pour Gabi, c'est très dur parce que ça le choque de voir que sa mère ne le regarde pas et ne fait pas attention à lui. Parfois, il ramène un livre et il essaye de lui faire un petit peu de lecture, mais même quand il lit, elle dit rien et quand il termine, elle le regarde avec un regard qui est vide d'expression. Et en fait, un soir, en venant se coucher, elle a fait du bruit et du coup, Gabi l'a entendu. Et il a vu que la nuit, elle se lève, enfin quand elle vient se coucher, elle va se coucher dans le lit d'Anna et elle lui raconte toutes les horreurs qu'elle a vues quand elle est partie au Rwanda. Donc elle raconte que les corps des enfants de sa tante, Christine, Christiane et Christelle, ils étaient décomposés et le corps du petit Christian aussi, et qu'elle a dû enterrer les cadavres, ramasser les morceaux de peau, etc., parce qu'ils étaient complètement décomposés, qu'elle essayait de laver, mais qu'elle ne trouvait pas d'eau pour laver le sol, donc elle est rentrée dans d'autres maisons. Et dans les autres maisons, elle a vu des choses horribles qu'un humain ne devrait jamais voir. Et donc elle raconte à chaque fois toutes ces horreurs à Anna, et elle lui dit « mais toi je t'aime », et elle lui dit « est-ce que tu m'écoutes, est-ce que tu te rappelles pas de tes cousins ?» Et des fois Anna, elle est un peu terrorisée et elle répond pas. Alors sa mère, elle la secoue pour la faire répondre en fait. Le lendemain, donc il va à l'école, il fait très chaud et il voit que sa sœur, elle est complètement épuisée. Et sa mère, elle fait que boire des bières et la nuit, ça recommence. Elle recommence à raconter les mêmes histoires effrayantes à sa petite sœur. Il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit « Nous vivons, ils sont morts, maman ne supportait pas ses idées, elle était moins folle que le monde qui nous entourait. » Et finalement, ça c'est vraiment un point très important, c'est que leur mère, donc elle a complètement perdu la tête après avoir vu les massacres,
Et finalement, quand on compare au chapitre précédent, où il racontait par exemple que les gens allaient à la poste et qu'on tuait un homme au milieu de la rue, mais qu'autour, il y en a qui continuaient à acheter des boîtes de concentré de tomates, d'autres qui sortaient de chez le coiffeur, les gendarmes qui regardaient ça sans intervenir, il dit finalement, c'est pas leur mère qui était la plus folle, c'est les gens qui continuaient à vivre alors qu'il y avait des massacres autour d'eux. Mais lui, il est petit et il a le réflexe de se protéger, donc il va voir son père et il lui raconte. Et en plus, il ment, il exagère la brutalité de sa mère pour faire réagir son père. Alors son père, évidemment, il est furieux et il va disputer sa femme pour lui reprocher d'avoir fait du mal à leur fille pendant toutes les nuits. Et leur mère, en fait, elle fait une crise et il dit qu'elle a les cheveux qui partent dans tous les sens, les yeux qui sortent de la tête. Et elle dit à sa fille, tu n'aimes pas ta mère, tu préfères ces deux Français, c'est les assassins de ta famille. Et elle dit que c'est les Français qui sont responsables du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et du coup, elle attrape sa fille, elle la secoue, elle a les ongles qui se plantent dans sa peau. Et c'est le père qui doit réussir à arracher Anna des bras de sa mère. Et du coup, comme elle l'a complètement griffée, il emmène la fille pour la faire soigner. Et Gabi, lui, au milieu de tout ce bazar, son père lui a demandé de venir aider, mais il était complètement pétrifié. D'ailleurs, la mère, elle a jeté un cendrier au visage de Anna. Et Anna a l'arcade sourcilière ouverte. Donc, ils sont tous partis à l'hôpital. Et la mère, qui s'est retrouvée seule, a disparu. Donc, Jacques et son père, ils cherchent partout dans toute la ville où elle est. Ils la recherchent pendant des jours et des jours, mais ils sont incapables de la retrouver. Et donc, le narrateur, donc celui qui écrit le livre, qui raconte l'histoire, c'est Gabi, hein. Et donc, il parle de lui-même et il dit « J'érigeais mon bonheur en forteresse et ma naïveté en chapelle ». En fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a protégé son bonheur, en fait, parce que c'était trop dur pour lui, ça le faisait trop souffrir de vivre avec sa mère qui avait complètement perdu la tête, et en plus qui avait des accès de violence, qui racontait ses cauchemars. Et il voulait garder sa naïveté, il voulait continuer à croire à ce côté un peu précieux que les choses n'étaient pas si horribles. Il dit que lui, il voulait que sa vie reste intacte, alors que sa mère, elle avait risqué toute sa vie pour aller chercher ses proches dans quelque chose d'absolument horrible. Et il dit que sa mère, elle l'aurait aussi fait pour Anna et pour lui. Il savait ça au sujet de sa mère, il aimait sa mère et elle avait disparu. Donc il dit la dernière phrase, elle avait disparu avec ses blessures et elle nous laissait avec les nôtres. C'est vraiment un passage très très important dans le livre. Il faut comprendre que du coup, l'enfant, il est devenu un adulte, mais il garde une part de culpabilité. Il s'en veut d'avoir chassé sa mère. Parce qu'il pense qu'elle, elle avait raison, elle l'a fait pour protéger ses proches, et que c'est ça qu'on doit faire logiquement quand on aime les gens. Et lui, il s'en veut un peu de ne pas avoir suffisamment aimé sa mère pour accepter de vivre avec elle et avec ses blessures. Alors bien évidemment, nous, le lecteur, on peut avoir une autre lecture que ce que nous présente le narrateur, parce que c'est un enfant qui a vécu tout ça, donc il agit un peu plus instinctivement, il réfléchit moins à ses actes, et c'était un réflexe pour protéger sa vie à lui, mais aussi sa sœur, et on imagine que pour le père aussi, c'était un grand dilemme. Et on voit bien évidemment que la mère, elle a complètement sombré dans la folie parce que elle a vécu quelque chose de tout à fait traumatisant. Donc on se rend bien compte, c'est pas manichéen, il n'y a pas des bons et des méchants. Et d'ailleurs, dans tout le livre, il ne présente pas les choses comme s'il y avait d'un côté les Hutus et les Tutsis, si les uns étaient coupables et les autres étaient innocents. Et dans la famille, c'est pareil, il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est mélangé. Allez, on va arrêter là le résumé de ce chapitre. Résumé du chapitre 27 de Petit Pays. C'est un chapitre qui est très court. C'est une lettre que Gabi écrit à son cousin Christian. Donc évidemment, c'est une lettre qu'il ne peut pas lui poster parce que Christian est mort. On se rappelle qu'il a été massacré au Rwanda avec sa famille. C'est le petit garçon de tante Eusébie. Et il était allongé dans le couloir quand la mère de Gabi l'a retrouvé. Il était déjà mort depuis 3 mois. Et donc, Gabi lui écrit, comme s'il était encore vivant, tout en sachant très bien qu'il est mort. Il lui dit déjà qu'il l'attendait pour les vacances de Pâques. C'était prévu qu'ils viennent se mettre à l'abri à Bujumbura, chez eux, et il avait tout prévu pour l'accueillir. Et en fait, on se rend compte que Gabi, il n'a pas vraiment quelqu'un à qui il peut se confier. Et du coup, il se confie à son cousin qui est mort. Il lui raconte qu'il est amoureux de Laure. Laure, c'est sa correspondante française qui lui envoie des lettres.
Il dit même que c'est sa fiancée parce qu'il va la demander en mariage très bientôt, mais il peut pas le dire aux autres parce que les autres, ils se moqueraient de voir qu'il est amoureux et encore plus d'une fille qu'il a jamais rencontrée. Il dit qu'il a mis du temps pour écrire cette lettre parce qu'il était trop occupé. Et il était occupé à quoi? Il était occupé à rester un enfant. Et c'est ça qui est très très intéressant dans ce livre, c'est qu'on a démarré avec un enfant qui ne voyait rien du monde autour de lui et qui ne le comprenait pas, qui n'avait que ses jeux, et là il est en train de devenir un adulte. Il n'a pas réussi dans un sens à rester un enfant au milieu de la guerre. Il raconte aussi que ses copains, ils veulent se battre comme des adultes, qui s'inventent des ennemis, et qu'il comprend beaucoup mieux son père, parce qu'il leur a toujours interdit de se mêler de politique. Il dit aussi que son père, il a comme une carapace autour de lui, mais qu'en réalité c'est quelqu'un de tête très tendre, et qu'il est devenu dur pour que les horreurs de la guerre ricochent sur lui. Il parle aussi de sa maman, à son cousin Christian, et il dit au sujet de sa mère qu'elle n'est jamais rentrée parce qu'elle a laissé son âme dans ton jardin. Donc il parle à son cousin, dans le jardin de son cousin. Il dit qu'elle a le cœur fissuré et qu'elle est devenue folle. Elle est folle comme le monde qui a emporté Christian. Et après, il finit par une petite liste, en disant qu'il ne pouvait pas encore écrire parce qu'il entendait trop de choses. Il entendait les résultats sportifs de la radio, par exemple, et entre autres, il a entendu que le Nigeria a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, et il est content de le dire dans un sens à Christian, parce que Christian défendait cette équipe-là. Et puis il cite plein de paroles qu'il a entendues. Son père qui dit que les hommes feront toujours la guerre, Madame Ekonopopoulos qui dit que les mots sont plus vrais que la réalité, ses copains qui lui disent qu'il faut choisir un camp. Il parle de sa mère qui lui a raconté que Christian dort pour longtemps. Et la dernière phrase de la lettre, c'est « Et toi, Christian, tu ne diras plus jamais rien ». Et c'est la fin de cette lettre qui est une lettre très triste parce qu'il écrit à un enfant qui a son âge, évidemment, qui devait vivre, grandir, qui a été élevé et aimé pour devenir un adulte, mais qui n'a jamais pu y arriver. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 27. On va résumer le chapitre 28. Donc Anna, elle est assise par terre, elle a plein de crayons autour d'elle et en fait elle dessine un paysage vraiment de guerre avec des kalachnikovs, avec des drapeaux déchirés, des maisons en feu. Proté, il est en train de faire cuire des crêpes, il y a la radio qui est allumée fort et Gabi, il est en train de lire. Et d'un coup, il y a un groupe d'hommes, 5 hommes qui pénètrent sur leur parcelle. Et il y en a un qui a une kalachnikov. Donc il les menace, tout le monde lève les mains et il s'en prend à Proté. Il dit à Proté que c'est un Hutu et qu'il n'a pas à être ici. Il lui demande où est sa famille. Proté dit qu'il a envoyé sa famille au Zaïre parce qu'ils n'étaient plus en sécurité. Et il lui demande à lui où est-ce qu'il vit. Alors il dit, eh ben, moi je suis là depuis 1 mois, comme il s'occupe des enfants, et je dors dans la cabane en tôle qui est au fond du jardin. Ils leur ont demandé aussi où était le patron et ils ont répondu donc que le père de Gabi et Anna étaient partis en voyage dans le nord du pays depuis quelques semaines. Et donc en fait, ceux qui ont pénétré sur le terrain, eux, ce sont des Tutsis, et ils disent « on veut pas de Hutus dans le quartier. Alors tu as le droit de travailler, mais quand tu finis ta journée, tu dois rentrer chez toi. » Il dit « je peux pas parce que ma maison, elle a été incendiée. » Et en fait, ils lui mettent un pistolet dans la bouche et ils lui disent « si tu restes encore dormir ici, on va te tuer. » Il dit aussi que, en fait, leur père est un Français, donc le père de Anna et Gabi, et que les Français préfèrent les Hutus, et que c'est pour ça que Proté, il est protégé là-bas. Et il dit que eux, ils n'aiment pas les Français, et il dit aux enfants de bien dire à leur père qu'ils ne les aiment pas, et que c'est à cause d'eux que les Tutsis ont été massacrés. Donc ils ont craché sur les enfants et ils sont repartis. Donc ils sont restés immobiles un moment, ils n'osaient même pas bouger, et puis après ils ont recommencé. Anna a recommencé à dessiner et elle a demandé à Gabi pourquoi est-ce que leur mère dit que c'est eux qui ont tué leur famille au Rwanda. Et en fait, c'est un peu compliqué. Lui, il dit lui-même qu'il ne sait pas pourquoi sa mère a dit ça. Moi, je découvre dans ce livre qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui le pensaient, je ne sais pas pourquoi. Le peu que je sais, ce que j'ai pu observer des différents conflits, c'est que souvent il y a des régions dans lesquelles il y a une ethnie ou un parti ou une religion qui a le pouvoir sur le reste du pays. Et parfois les pays occidentaux, dont la France, veulent un petit peu rééquilibrer ça. Ou en tout cas sont peut-être sollicités par les partis lésés qui disent qu'il y a une injustice. Et parfois ça bouscule l'ordre établi. En venant soutenir la partie qui est un peu plus oppressée, parce qu'il me semble que les Hutus étaient plus nombreux et plus pauvres et les Tutsis étaient moins nombreux et plus riches. Et du coup, en venant soutenir la partie lésée, parfois ça perturbe un équilibre
qui était certes injuste, mais qui tenait. Et une fois que cet équilibre est rompu, et c'est aussi le prix nécessaire pour qu'il y ait un changement, évidemment, mais une fois que cet équilibre est rompu, parfois il y a des très grosses violences qui émergent. Alors c'est peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne connais pas l'histoire du Rwanda, c'est peut-être ce qui s'est passé, et c'est peut-être ce qui a donné le sentiment aux Tutsis que les Français préféraient les Hutus. Mais ça, c'est encore quelque chose de très compliqué, c'est la question de l'ingérence. Et au-delà de ça, c'est la question de la liberté, de l'aspiration à la justice. C'est des questions très très compliquées. Et en tout cas, pour en revenir au résumé de ce livre, Gabi, lui, il dit peut-être que la guerre, c'est ça, c'est ne pas comprendre. Donc, il dit que les opérations ville morte se multiplient dans Bujumbura. Donc Gabi, il prend l'habitude de s'endormir avec le bruit de la guerre autour de lui, le bruit des balles, et il dit que ce qui lui fait le plus peur, c'est le silence, parce que le silence, ça lui fait penser au massacre à l'arme blanche, et ça, c'est des meurtres qui se rapprochent, mais qu'on n'entend pas venir. Et il apprend à vivre avec l'idée qu'il peut se faire tuer à chaque instant, que mourir est une chose banale. Il sort plus de chez lui, sauf de temps en temps, il traverse la rue en courant pour aller emprunter un livre à Madame Economopoulos. Et il se réfugie dans son lit pour lire. Il continue à rêver que la vie va revenir comme avant, qu'il ira jouer avec ses copains dans la rivière, chahuter sur la plage, etc. Et donc le chapitre se termine en disant qu'il est dans son lit bunker et que on va le débusquer là-bas. Ses copains et le reste du monde va le débusquer de son lit bunker. Et c'est la fin du résumé de ce chapitre. On va résumer le chapitre 29 du livre Petit pays de Gaël Faye. Alors dans ce chapitre, on va voir que Gabi, il va participer cette fois à la guerre et on va voir comment c'est arrivé. Donc c'est une journée ville morte, il est dans la maison tout seul avec son père et Anna. Et il y a Gino qui vient le chercher en lui disant de venir parce qu'il y a vraiment une urgence. Alors Gabi, il essaye de lui dire qu'il ne peut pas sortir de la maison parce que c'est journée ville morte, mais Gino lui dit qu'il faut qu'il arrête d'avoir peur et qu'il y a vraiment un problème grave et qu'il doit venir. Et quand il arrive en fait au combi, il voit sur le siège arrière qu'il y a Armand qui est en train de pleurer, qui a des soubresauts, il est couvert de sang. Et Gino explique qu'en fait, le père de Armand, il a été tué par des Hutus qui ont fait une embuscade. En fait, il était en train de rentrer chez lui avec son père et il y avait des gens qui étaient déguisés en maraîchers et qui ont fait croire qu'ils venaient vendre des légumes. Et ils ont poignardé le père de Armand, ils lui ont mis plein de coups de couteau et quand il est arrivé à l'hôpital, il était mort en fait. Et Armand a vu tout ça. Et donc finalement, il y a Francis qui arrive avec un bandana comme Tupac et il leur dit « Venez, on va rejoindre le groupe des Sans Défaites qui tiennent les barrages de Ville-Morte ». Donc il dit qu'en temps normal, Gabi, il serait rentré chez lui, mais cette fois, la guerre, elle était vraiment à leur porte et il commençait par se demander s'il n'avait pas effectivement le devoir de protéger lui aussi son impasse. Et finalement, il y a un taxi qui est arrivé, qui les a fait monter. À l'intérieur, il y avait quelqu'un qui avait une balafre sur la joue gauche. Et ils les ont emmenés sur le pont de la Muha, où ils étaient déjà allés plusieurs fois. Et là, il y avait tout un tas de jeunes qui tenaient le pont. Et ils ne voyaient pas très bien ce qui se passait. Les gens, ils criaient, ils tapaient à coups de batte, à coups de cailloux sur un truc noir par terre. Et ils avaient l'air d'avoir du plaisir à frapper ce qui était au sol. Francis, il les connaissait tous par leur prénom, il les connaissait bien. Et il a reconnu au milieu de tous ces gens l'homme à la Kalachnikov qui était venu chez eux et qui avait mis un pistolet dans la bouche de Proté. Et donc l'homme, quand il voit Gino et Francis, il dit « Pourquoi est-ce qu'ils sont là ces deux blancs ?» Et Francis, il dit « Ils sont avec nous, ils ont aussi des mères Tutsis. » Alors là, il y a une petite anecdote qui serait presque drôle, c'est que celui qui tient la Kalachnikov, il a un chargeur qui est recouvert d'autocollants. Et sur ces autocollants, il y a Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi. Ce qui est forcément un petit peu ironique, on va dire. Donc ils vont pour traverser le pont en voiture et l'homme à la Kalachnikov, quand il s'arrête, il dit aux jeunes d'arrêter de frapper. Et il tire un coup de Kalachnikov sur la masse qui est par terre. Et il voit en passant que c'est Attila, c'est le cheval des Von Gotzen, qui est par terre et il est dans un état catastrophique, il a un œil crevé, enfin bon, il est vraiment complètement en train d'agoniser. Et ça, c'est déjà un premier signe qu'il y a quelque chose d'injuste, de très injuste, parce que le cheval, il ne peut pas avoir pris part d'aucune façon à la guerre finalement, et ça symbolise bien l'injustice de cette violence qui s'acharne comme ça sur n'importe qui.
Et ils nous ont déjà fait remarquer que les jeunes, finalement, ils avaient du plaisir à faire du mal. Et on commence à se rendre compte quand même que la guerre, elle a quelque chose qui désinhibe et qui est totalement injuste. Même si d'un côté, on a par exemple Francis ou Gino qui expliquent qu'on doit se protéger parce que les autres sont les ennemis. Finalement, ils arrivent dans un endroit où il y a des grands capoquiers, c'est des grands arbres, et il y a un homme qui est couché par terre, qui vient d'être battu, qui a du sang coagulé sur lui, etc. Et l'homme à la Kalachnikov, il dit à Armand, tu vois ce Hutu, c'est l'un des assassins de ton père. Et donc il le frappe, et à ce moment-là, tous les autres font pareil, et les coups se mettent à pleuvoir sur l'homme qui est déjà par terre. Puis il y a une moto qui arrive, et lui c'est le chef du gang, c'est le chef de tous les sans défaites. Alors Francis il est très content de dire attention, attention, vous allez voir, le chef va sortir. Et quand le chef sort, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est Innocent. On se rappelle de Innocent, hein, c'était un petit peu l'homme de main du père de Gabi, et ils l'ont renvoyé parce qu'il s'est battu avec Proté. Et donc Innocent, il regarde Gabi et il lui dit qu'il est content de le voir parmi eux. On ne sait pas si c'est pas un petit peu une moquerie ou si c'est sincère. Donc il ramasse l'homme qui est par terre et que tout le monde est en train de battre, il lui attache les mains et ils le mettent dans une voiture, ils mettent de l'essence sur la voiture et ils veulent mettre feu à la voiture pour brûler cet homme-là vivant. Au passage, Innocent, il sort un briquet pour mettre le feu et on reconnaît le briquet, c'était le fameux Zippo qui avait été volé à Jacques. Et tout le monde pensait que c'était Francis qui l'avait volé, mais en fait c'était Innocent. Et donc il dit à Armand, vas-y, tu dois lui mettre le feu parce qu'il a tué ton père. Et Armand, il est complètement traumatisé, il pleure, il n'en peut plus. Et autour d'eux, tout le monde continue à s'exciter et ils disent pourquoi est-ce que c'est pas le petit Français plutôt qui devrait mettre le feu à la voiture pour prouver qu'il est vraiment avec nous. Et Innocent, il trouve que c'est une très bonne idée. Et là, tout le monde se met à pousser Gabi à mettre le feu au taxi. Et Gabi, évidemment, lui, ça lui fait un choc de devoir tuer un homme parce qu'il ne l'a jamais fait. Il n'a pas envie et puis il entend des insultes, des menaces, il y a des gens qui le frappent, il voit pas trop d'où viennent les paroles ni d'où viennent les coups. Mais il finit par entendre quelque chose de Innocent qui lui dit « Si tu ne fais pas maintenant jeter la flamme sur le taxi pour faire brûler l'homme, on va aller dans ta maison et on va s'occuper de Anna et de ton père. » Et là, il est vraiment très très terrorisé parce qu'il n'a pas du tout envie qu'on s'attaque à eux. Il pense qu'il les a laissés en train de regarder des dessins animés dans le salon et qu'ils devaient être couchés par terre tous les deux en train de regarder la télé. Ils sont loin de toute cette horreur, même s'ils sont à quelques pas, et il veut pas évidemment qu'on aille assassiner son frère, sa sœur et son père. Il dit à un moment que quand il pense à son père et à Anna allongés sur le lit, il a peur pour leur innocence. Et il dit qu'il est triste aussi pour toutes les innocences de ce monde qui se débattent et qui marchent au bord d'un gouffre. Et il dit finalement que la peur, elle transforme tout en méchanceté, en haine et en mort. Il dit que l'homme dans le taxi, c'est un cheval presque mort. Parce qu'il vient de voir le cheval des fonds de Godson, qui était tout à fait innocent, et finalement cet homme-là, il connaît rien de lui, hein. Évidemment, dans la vengeance arbitraire, ils attrapent quelqu'un sans savoir déjà si c'est le bon, s'il était vraiment là, s'il a vraiment participé au meurtre, et même s'il était là, quels sont les tenants et les aboutissants qui font qu'il s'est retrouvé avec ceux qui sont venus tuer un homme, puisque lui-même, maintenant, il est sur le point de tuer un homme. Et il pose une question, il dit « S'il n'y a pas de sanctuaire sur Terre ?» Un sanctuaire, c'est un endroit sacré dans lequel il y aurait que du bien, un petit peu. Il dit, est-ce qu'il y en aurait un ailleurs? Et il lance le Zippo. Et donc il met le feu au taxi et l'homme brûle. Il dit que les cris de l'homme déchirent l'air et lui, il vomit sur ses chaussures. Gino et Francis, ils viennent le voir et ils le félicitent d'avoir tué quelqu'un. Armand, celui dont l'homme était l'assassin de son père, lui par contre, il pleure et il se roule en boule par terre. Tout le monde s'en va et lui, il reste tout seul avec Armand. Et en partant, il ramasse la carte d'identité de l'homme qui vient de tuer, l'homme qui a été battu, parce elle était tombée de sa poche pendant qu'ils étaient en train de l'attacher. Et il dit que la carte d'identité qu'il ramasse, c'est la carte de l'homme qui l'a tué. Et là, il est vraiment tout à fait au cœur de la guerre et lui-même participe lui-même à tuer un homme. Et on voit bien dans quelles circonstances et on se rend compte à quel point tout le monde se retrouve embrigadé de gré ou de force. Et c'est la fin du résumé du chapitre 29. On va résumer le chapitre 30 de Petit pays de Gaël Faye. En fait, c'est une lettre qu'il écrit pour Laure. Cette lettre, elle est un petit peu étrange. Elle dit qu'il neige sur Bujumbura.
Alors que dans le chapitre précédent, il dit qu'il faisait une chaleur insupportable dès 6 heures du matin. Mais en fait, c'est plutôt une poésie que vraiment une lettre. Et on voit que, au-delà de l'enfant qui vit des choses très difficiles, il y a aussi la naissance de l'écrivain. Il est en train de se mettre à écrire des choses un peu comme une poésie un petit peu folle, où il raconte que tout va bien. Et il raconte que tout va bien parce que justement, rien ne va bien. Il dit par exemple, mon père et ma mère s'aiment et Anna jette sur eux des poignées de riz. Donc ça, c'est comme dans les mariages, par exemple, et il dit des poignées de riz humanitaires. Donc c'est comme un poème parfait, mais avec des choses très étranges. Par exemple, il dit qu'il est appuyé sur la pierre tombale et qu'il fume une cigarette avec la vieille Rosalie, que Alphonse et Pacifique sont enterrés. Donc Pacifique, il a rejoint Alphonse, qui était aussi mort au combat, et il récite des poèmes d'amour pour toutes les femmes qu'ils n'ont pas eu le temps d'aimer, parce que tous les deux, c'est les deux poètes de la famille, et ils sont tous les deux morts à la guerre. Et il continue comme ça en décrivant un décor tout blanc, où tout est blanc, tout est beau, et en même temps, entre les lignes, on voit qu'il décrit des choses horribles, mais comme si elles étaient recouvertes par une petite poudre blanche, qui fait que tout paraît très joli et très doux. Et il dit que la paix arrive. Évidemment, c'est pas la réalité, c'est quelque chose d'un peu fantasmé. Voilà, fin du résumé du chapitre 30. On va résumer le chapitre 31 et il sera suivi de l'épilogue. Alors, il y a de plus en plus de morts et la guerre s'intensifie à Bujumbura. Proté est retrouvé criblé de cailloux, mort dans le caniveau devant chez Francis. Et Gino, il dit que il faut pas que Gabi pleure comme ça parce que c'était juste un boy. Un boy, c'est les serviteurs. L'armée a attaqué Kamenge, donc c'est le quartier où habitait Donatien, et depuis, ils ont perdu toute trace de lui. Il ne sait pas s'il est mort ou s'il s'est enfui avec ses enfants à la main et un matelas sur la tête comme tous les autres réfugiés. Et il dit en fait, comme toute l'Afrique en cette fin de XXe siècle. Et en fait, il y a le ministre de Paris qui est arrivé avec 2 avions pour rapatrier les Français qui restaient. Donc l'école a fermé, eux, ils ont été rapatriés en France et ils ont été envoyés dans une famille d'accueil. Eux, c'est Gabi et Anna, hein. Il dit qu'il est parti rapidement, il a rendu le télescope à madame Economopoulos qui était en dessous du siège dans le combi. Elle lui a dit de ne pas oublier de garder son jardin secret, d'être riche de connaissances de livres. Et en fait, il n'a pas pris le temps de vraiment dire au revoir. Madame Economopoulos, elle voulait lui recopier un poème, mais comme elle n'a pas pu, elle a juste arraché une page dans un livre. Et il dit quand on quitte un pays ou quand on quitte un endroit, on prend le temps de le quitter. Il dit moi, je ne l'ai pas quitté, je me suis enfui. Ensuite, il y a de nouveau tout un texte qui est en italique. Donc en fait, ça revient dans le présent et à mon avis, c'est une forme d'épilogue. Donc il raconte que maintenant, il vit dans un pays qui est en paix, il y a tellement de bibliothèques que les gens ne voient même pas qu'il y a des bibliothèques. Et ce pays, c'est comme son impasse dans son enfance, c'est un pays dans lequel on n'entend pas les bruits de la guerre et la fureur du monde. Et il continue à rêver sans arrêt de son pays, des souvenirs de son enfance. Il revoit les manguiers, il ressent les odeurs. Il a gardé une boîte dans laquelle il a mis quelques souvenirs. Il y a une tresse de sa mère, il y a la carte d'identité pleine de sang qu'il avait ramassée, il y a d'autres choses plus joyeuses, comme par exemple un bulletin de vote, les lettres de l'or, un scarabée, une photo de lui quand il était dans l'arbre, quand ils étaient au jour de l'an qu'il avait été pris en photo. Bref, il continue à rêver encore de ce pays dont il est parti trop vite. Et là, en fait, il est retourné au Burundi. Mais quand il arrive, il voit qu'il n'y a plus rien qui ressemble à ses souvenirs d'enfance. Là où il y avait avant des haies de bougainvilliers, maintenant il y a des murs avec des tessons de bouteilles. Partout où il y avait des choses qu'il aimait bien, des grands arbres, les arbres ont été abattus. Et finalement, il se rend compte qu'il n'est pas exilé d'un pays, il est exilé de son enfance. Donc dans leur impasse, il n'y a plus que des gens qui vivent confinés. Et il y a une seule personne qui vit toujours là, c'est Armand. Alors Armand et ses sœurs, sa mère et ses sœurs, elles sont parties vivre aux 4 coins du monde, Canada, Suède, Belgique. Et lui, il est resté sur place. Il est devenu un grand gaillard avec un gros ventre et il est dirigeant d'une banque commerciale. Et le soir de son arrivée, il insiste pour l'emmener au cabaret de leur enfance. Il lui dit qu'après, il lui montrera des endroits plus chics, mais d'abord, pour renouer avec sa vie au Burundi, il faut qu'il aille au cabaret avec Armand.
Et ils sont tous les deux dans le cabaret. Il dit qu'il y a des choses qu'il retrouve du Burundi, de ses souvenirs, avec les gens qui parlent encore des mêmes choses, de l'augmentation du prix du sucre, des élections, des accords de paix, etc. Et donc il est avec Armand, ils discutent et puis il a l'impression d'entendre quelqu'un qui chante. Et chaque fois, il entend ce bruit, puis après il l'entend plus. Et puis au bout d'un moment, il réalise qu'effectivement, il y a quelqu'un qui chante. Et cette personne qui chante, elle a une voix rauque, une voix d'outre-tombe. Et en fait, il s'approche, il l'a tout de suite reconnue et il dit qu'elle a un peu de tendresse dans ses yeux. C'est sa mère en fait, qui est dans le cabaret et qui est en train de chanter. Il dit qu'il il a été absent pendant 20 ans, mais on dirait qu'elle a pris 50 ans. C'est devenu une petite vieille femme. Elle est encore en train de boire, donc on a l'impression qu'elle est devenue vraiment alcoolique. Et quand il approche d'elle, elle lui pose délicatement la main sur la joue et elle lui fait un sourire avec beaucoup de tendresse. Et elle lui dit: « Est-ce que c'est toi, Christian ?» Donc on se rappelle, hein, Christian, c'est son neveu, le fils de sa tante qui est mort. Donc après, l'épilogue est terminé et il y a un dernier paragraphe qui est 2 pages plus loin et c'est un paragraphe très court dans lequel il dit seulement qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie, mais il sait qu'il va rester là-bas parce qu'il veut s'occuper de sa mère. J'ai quand même oublié un détail très important. En fait, il dit que Armand et lui, ils ne parlent pas de leur père et que lui aussi, en fait, Gaby, quelques semaines après qu'il ait envoyé ses enfants en, en France par avion, il a été tué, il a été pris dans une embuscade et il a été assassiné, le père de Gaby. Donc en tout cas, il a retrouvé sa mère, elle est vraiment plus que l'ombre d'elle-même, et il dit qu'il veut écrire une histoire. Et il ne sait pas comment elle finira, cette histoire, mais en tout cas, il se souvient de comment tout a commencé. Et ça nous renvoie un petit peu au début du livre, où c'était le contraire. On avait l'impression qu'il ne savait pas définir d'où il venait. Et là, le livre se termine, il est au clair, entre guillemets, avec lui-même, il sait d'où il vient, et maintenant, il est prêt à écrire une nouvelle histoire. Et c'est la fin de ce livre qui est une histoire qui est vraiment bouleversante parce qu'on a vraiment l'impression de vivre la guerre civile de l'intérieur. Merci de l'avoir écouté avec nous. Si vous avez envie d'en parler, si vous avez des questions de compréhension sur le livre ou des questions sur le fond, ce qui se passe dans le livre, il y a l'espace commentaire en dessous de la vidéo qui est fait pour ça et je vous répondrai avec plaisir. Quand on lit un texte qui est bouleversant, on a parfois envie d'en parler. Donc n'hésitez pas. Et c'est la fin du résumé du dernier chapitre de